La dernière présentation est celle de Patrice Papin, de Lyon, qui fait le point sur l'évolution de l'épidémiologie des fractures des membres en France sur les 10 dernières années, 2006-2016. Monsieur le Président, mes chers collègues, alors je fais un peu de la macro-science sur des grands nombres et pas sur quelques cas techniques. Et en fait, pour savoir le nombre de prothèses et d'ostéosynthèse, on a une chance en France, c'est qu'on a des data qui sont regroupées par notre système de santé. On remplit tous les jours des actes de CCAM, pour ceux qui ont verré le fond, et à partir de ces chiffres qui sont entrés dans les hôpitaux, on arrive à déterminer le nombre de prothèses et d'ostéosynthèse. Il faut savoir que toutes les fractures qui passent en dehors du système, des grands radars des établissements santé, public ou privé, eh ben, n'existent pas. On n'a aucun moyen de savoir si elles existent ou pas. Et deuxièmement, plusieurs entrées peuvent donner sur une même fracture, plusieurs entrées peuvent se répéter et changer les chiffres. Alors, à partir de quoi? C'est à partir de l'Agence technique de l'information de l'hospitalisation, puisque c'est des séjours où on peut savoir connaître le nombre de fractures ou d'ostéosynthèses. On a limité les ostéosynthèses à 129 actes, 67 du membre supérieur et 62 du membre inférieur, et on a exclu bien sûr les réductions, immobilisations, tractions qui peuvent être plus facilement faites en dehors d'un établissement de santé. Alors c'est un peu rébarbatif, je vais vous abreuver de chiffres, et on voit quand même une augmentation des séjours pour fractures de membres, en particulier pour les épaules et les bras et pour les fémurs. Alors au niveau des fractures du bassin, on voit une explosion, une augmentation de 72%, une augmentation en général des fractures du bassin parce qu'il n'y a plus d'hospitalisation, pas parce qu'il y a plus de fractures. Au niveau du bras, l'extrémité supérieure, il y a une belle augmentation de 13% avec une incidence qui augmente aussi. La variation, c'est l'incidence uniquement, c'est le nombre de patients pour 100 000 habitants an. Donc on voit que cette incidence augmente pas mal. Par contre, les fractures de la diaphyse diminuent. Alors faut-il voir qu'il y a vraiment réellement une diminution de la diaphyse, mais attention, tout dépend du processus chirurgical dans lequel on cotait les chirurgiens, par exemple, ils peuvent très bien coter en extrémité supérieure et non pas en diaphyse. La même chose pour l'avant-bras. Là, on voit une baisse de 26% de l'incidence de la diaphyse, peut-être pour le même phénomène. Par contre, on retrouve l'extrémité supérieure, c'est très léger, puisqu'il y a moins d'actes de 8%, une augmentation. Et par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit une baisse, une variation de l'incidence, et on y reviendra, sur les fractures d'extrémité inférieure du bras, les protocoles et autres. Au niveau du fémur, ce qui fait le triptyque entre fracture d'extrémité supérieure, fracture du fémur et les fractures de l'avant-bras, ainsi que la fracture de cheville d'ailleurs, on voit une augmentation là, pour le coup, des fractures de diaphyse. Donc il y a vraiment l'incidence augmente, peut-être périprothétique d'ailleurs, et les augmentations tout simplement de la grande fréquence des fractures d'extrémité supérieure du fémur qui augmente, la variation de l'incidence est dans de 15%. Au niveau de la jambe, eh ben là, on a simplement une augmentation des fractures de malléole et on est sur la fracture de la personne âgée, c'est-à-dire les trois fractures, c'est-à-dire l'extrémité supérieure de l'humérus, la fracture du fémur et les fractures de malléole. On reverra les choses pour le tibia. Alors, justement, pour comparer une publication toute récente, puisque en Suède, ils ont donc aussi des data et ils ont aussi des registres de fractures, ils peuvent savoir exactement. Et on voit, mais eux, ils ont seulement les fractures supérieures à 15 ans et pas comme nous global, comme moi en tout cas global. On a la même fréquence, incidence des fractures distales du tibia, mais on voit qu'il y a vraiment une incidence vraiment supérieure des fractures proximales. Sûrement, il y a une prise en charge qui est différente de la nôtre. Alors, au niveau des ostéosynthèses, c'est plus simple, puisqu'en fait, on a une incidence de 389 en 2006 et de 413 en 2017. Donc, pour 100 000 habitants, on a une augmentation du nombre de fractures, probablement liée à deux causes, au vieillissement de la population, mais aussi à la traumatologie. Donc, ça fait une augmentation de 1% par an. Lorsqu'on compare
L'incidence, on peut la comparer à l'augmentation des autres actes faits plus fréquemment, et j'ai comparé avec les prothèses. Dans ces cas-là, on voit quand même que l'osteosynthèse représente une bonne part, une incidence de 413 ostéosynthèse pour 100 000 habitants, 222 pour les prothèses de hanche, incluant les fractures d'ailleurs, et les prothèses de genoux à 162. On voit l'augmentation très importante des prothèses d'épaule en quelques années, incluant d'ailleurs les prothèses d'épaule faites pour fracture. Alors, lorsqu'on fait un plus petit comité sur la fracture pour chaque os, on voit que la clavicule a vraiment, l'incidence des ostéosynthèses pour clavicule a vraiment augmenté durant ces 10 dernières années. C'est vraiment l'augmentation maximum, en sachant que c'est l'avant-bras qui a le record des ostéosynthèses, suivi par le fémur. L'os coxal, c'est plus symptomatique d'exercices particuliers. Alors, lorsqu'on a fait la distribution des ostéosynthèses, comme prévu, l'humérus, l'avant-bras, la main, le fémur, jambes font pratiquement toute la totalité des fractures opérées. Alors, quels sont les actes les plus fréquents? Eh bien, on voit une augmentation de l'ostéosynthèse à foyer ouvert de 182% en 10 ans. De la clavicule de 83%, et on y reviendra. Par contre, par rapport au type de fracture, on voit que la fracture céphalotibio-réticulaire de l'humérus augmente aussi de façon importante, comme la bimalléolaire. Tout ça, les fractures de la personne âgée. Voici pour reparer, et on voit vraiment la différence sur la fracture clavicule qui vraiment se différencie des autres types de fractures opérées actuellement. Alors, on avait justement une nouvelle publication sur il y a eu un changement de pratique en 10 ans, et les indications chirurgiennes sont en augmentation, et on voit que les incidences, j'ai comparé les incidences entre la Suède, la Finlande et la France, et on voit qu'on est tous dans la même optique d'augmenter le nombre d'ostéosynthèse, alors qu'avant on disait plutôt il ne faut pas opérer. Maintenant on y revient, et de plus en plus, comme en France, comme en Finlande, il y a de plus en plus d'interventions sur ce type de fracture. Et en Suède, lorsqu'on avait une incidence de 7,2, on savait qu'il y avait 12,1% des fractures contre 2,5% des fractures opérées il y a 10 ans. Donc, vous voyez le changement de pratique très important. Au niveau de la fracture de l'extrémité inférieure du radius, on a des pratiques différentes suivant les pays. On voit que la fracture, les plaques ont vraiment pris la part de marché. Alors, le pic 2009-2010, on y reviendra après, mais vous voyez qu'il y a eu un hiver très long, et c'est pour faire attention sur les courbes avec 2, 3, 4, 5 années. On ne voit pas ces variations qui sont simplement pour un petit hiver très court, un peu plus long, et on voit que les fractures augmentent tout de suite de façon importante. Vous voyez la part des fixateurs externes. Et lorsqu'on compare avec les techniques faites en Finlande, ils utilisent beaucoup les fixateurs externes, alors que nous utilisons beaucoup les plaques. Et j'ai comparé en Finlande, en France, et en 2006 et en 2017. On voit qu'au niveau des plaques, on était un petit peu en dessous du niveau de la Finlande. Et par contre, au niveau du fixateur externe, on n'est pas encore à leur niveau. On n'aime pas utiliser le fixateur externe. Au niveau des incidences des fractures de scaphoïdes, c'est différent. On se rend compte en comparant avec toujours la Finlande, c'est les seuls Finlande et Suède qui ont vraiment des datas. Et actuellement, il y a beaucoup de publications parce qu'ils commencent à les sortir petit à petit. On a les mêmes incidences. La variation se fait simplement sur on les prend en charge plus rapidement, on prend en charge de façon plus précoce, on a une incidence supérieure d'osteosynthèse pour fracture. Alors que en Finlande, ils ont plus d'osteosynthèse pour pseudarthrose. La même chose au niveau du membre inférieur, mais je fais une approche un petit peu différente. Lorsqu'on compare les enclouages centromodulaires du membre inférieur, on se rend compte que c'est un monopole public. Pour 1500 chirurgiens privés, ils ne font aujourd'hui plus que 220 enclouages par an dans l'ensemble de la France. Pour 5000 ailleurs. On se pose la question, est-ce qu'ils peuvent encore réaliser ce type de geste? Est-ce qu'on peut réaliser ce type de geste en privé? La même chose pour le tibia. Lorsqu'on compare, je fais un petit
un petit détour par les prothèses aussi, les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. On voit que, bien sûr, elles augmentent les prothèses sur fémur, en sachant qu'il y a environ 30 000 prothèses de hanches qui sont mises en France pour fractures, dont 25 000 environ pour des fractures des prothèses fémorales et environ 10 000 pour les prothèses totales. De même, on voit les prothèses humérales qui ont complètement diminué, puisqu'on maintenant met préférentiellement des prothèses inversées à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les incidents des 120 actes d'orthopédie? Très peu sont faits fréquemment. Et je reviens tout à l'heure à ce que vous avez dit sur la simulation. On arrive à beaucoup d'actes qui sont faits très rarement, c'est-à-dire 3 actes, une incidence de 3 pour 100 000. Ça veut dire que quand vous avez environ 5 chirurgiens en France pour 100 000 habitants, vous imaginez que beaucoup d'actes sont faits très rarement. Par exemple, on sait d'autre part que la traumatologie, donc il y a des traumatologues, qui prend les gardes, qui fait les urgences. Il y a très peu de chirurgiens, maintenant c'est à peine un tiers des chirurgiens qui font la chirurgie générale. Il y a une orientation, il y a une spécialisation, et beaucoup de chirurgiens maintenant ne veulent plus prendre de garde, ou des urgences, ils font des urgences programmées. Alors pourquoi apprendre la traumatologie, puisqu'on vient de voir les chiffres? Parce que vous savez que le point de travail, c'est sur ce point de travail qui est réalisé la cotation des actes. Une prothèse de hanche est 633, un enclouage est 410. Quand vous savez l'installation d'un clou gamma, d'un clou, sachant que vous faites 140 000 prothèses par an, c'est un acte répétitif, on y reviendra, et qu'à l'enclouage, vous en faites 6 000 par an. Et que c'est moins coté, où il faut avoir beaucoup d'expérience. Diaphyse humérale, de même, on n'a que 442 points, alors vous savez que faire une diaphyse humérale, la dissection du nerf, etc., c'est assez complexe. Et le canal carpien est à 145 points. Pourquoi apprendre un geste rare qui ne se fera pas dans le privé, le fait l'interne? Pourquoi apprendre un geste non rémunéré? Et faire un geste rare en privé peu appris, n'est-ce pas dangereux? Parce qu'il faut aussi une équipe qui soit habituée et du matériel qui soit disponible. Alors, lorsqu'on fait l'apprentissage, on revient au problème de la simulation. Lorsqu'on a un niveau d'expertise confirmé, on atteint un stade de routine, et même si on n'en fait pas, on y arrivera. Lorsqu'on a un niveau d'expertise scolaire, dès que vous n'apprenez plus l'acte, vous passez en dessous du niveau de compétence. Alors le niveau académique, c'est le niveau, je dirais, de base interne. On n'atteint pas encore le niveau d'expérience, et là, il va falloir l'acquérir. Lorsque vous arrêtez, où c'est qu'on en est? L'expert confirmé, lui, fera 1 ou 2 opérations pour revenir à un bon niveau, avec un accompagnement plus rapidement encore. Le niveau d'expert moyen, il va me mettre beaucoup plus de temps à reprendre une expertise. Donc vous voyez sur un acte, je sais pas, de calcanéum qui se fait environ pour un CH, pour 100 000 habitants, qui va se faire 4-5 fois, voire 20 fois dans l'année, en sachant qu'il y a un opérateur, mais quand c'est en CHU, il y a plusieurs opérateurs, quelle expérience? Donc, et niveau académique, si on n'en fait pas, par exemple, si vous avez un interne qui a pris 2 clous lors de son cursus, la réalisation de 2 clous, vous savez très bien qu'il en fera très rarement, qu'il ne pourra pas le faire, et lorsqu'il sera mis en condition, en obligation de le faire, par exemple par son établissement, ça risque d'être dangereux. En sachant aussi qu'on a l'obsolescence des connaissances d'environ 7-10 ans dans nos contrées. Regardez ce que je vous ai montré sur le niveau des plaques au niveau de l'extrémité inférieure, alors qu'avant il y a un J ou autre chose. On peut vraiment vite se retrouver en difficulté avec un abandon rapide des domaines hors de la spécialité parce qu'on veut gagner du temps et dans la routine. Et malheureusement, pour la traumatologie, on se rend compte qu'il y a peu de pratiques pour la plupart des gestes de traumatologie. Sauf, bien sûr, l'extrémité supérieure du fémur, sauf le radius, et sauf la cheville, et encore. Alors, lorsqu'on a une hyperspécialisation, c'est déjà dénoncé depuis 2010, ce problème, dénoncé, je ne sais pas, mais en tout cas, discuter. Les compétences partagées demandent aujourd'hui en traumatologie de plus en plus d'avoir des avis, par exemple fracture ouverte, il faut avoir un plasticien, un infectiologue s'il y a des complications, des discussions aussi s'il y a des prothèses ou des problèmes articulaires ou ligamentaires.
Et en privé, on s'oriente plus facilement dans des cas complexes vers les prothèses. Et puis il faut entretenir cette connaissance, puisqu'on voit qu'il y a la plupart des actes sont faits plus fréquemment. Dès l'apprentissage se pose le problème, des jeunes qui n'ont pas appris, qui ont vu peu d'actes, et se retrouvent finalement très rapidement dans une situation d'être en activité hors champ. Voilà. Et quelle acquisition d'expertise initiale sur un acte non routinier? Alors les conséquences, c'est la performance, l'efficacité et l'efficience. Alors la performance, c'est l'association de l'efficacité et de l'efficience, voilà, parce qu'on est chirurgien. Donc il faut avoir un impact il y a un impact sur l'enseignement, sur la compétence et l'expérience. Hein. C'est le problème du pilote d'avion et du pilote de ligne, du pilote de chasse et du pilote de ligne. Le pilote de chasse, il peut faire un acte chirurgical très précis dans des circonstances et il va avoir une réactivité parce que, comme un pilote de chasse, il faut choisir quand il faut appuyer sur le bouton. Le pilote de ligne, c'est pas du tout ça. L'efficacité, parce que dans l'organisation des soins, il va falloir être efficace dans le recrutement des hyperspécialités sur le même plateau technique. La traumatologie seule, ça n'existe plus aujourd'hui. Avec aussi des problèmes de plateau technique avec de nombreux ancillaires et de nombreux lignes. Et l'efficience, c'est le problème de coût par rapport à l'efficacité. On peut être moins efficace, mais plus efficient si vous voulez. On va avoir des échelons différents de territoire par rapport à la fréquence des actes. Si vous avez un acte qui se ferait fréquemment, on peut faire un échelon très simple sur un GHT, mais lorsque c'est un acte rare, faut-il adresser, référer, ou faut-il encore le faire comme on fait dans chaque établissement aujourd'hui? Et deuxièmement, ça a un impact aussi sur la qualité de la littérature. Tous les actes peu fréquents, on publie, mais c'est souvent un auteur qui est dans un secteur, qui a une expérience et qui partage cette expérience pour le mieux. Mais est-ce que les autres auront la même coïncidence, c'est-à-dire avoir beaucoup de malades et être le seul à pouvoir réaliser cet acte pour avoir un niveau d'expérience suffisant? Merci. Merci beaucoup de ce panorama très complet qui vous permet de soulever des questions très importantes d'organisation des centres, pas seulement d'urgence, d'organisation, de formation des centres d'urgence, mais aussi des centres de traitement des pathologies non urgentes, de plus en plus hyper spécialisés, nécessitant des compétences croisées. En fait, on s'est organisé, on reste organisé comme dans les années 70 où il y avait beaucoup de polytraumatisés qui venaient, si vous voulez, de la route, etc. Aujourd'hui, c'est plus des polytraumatisés, c'est des sportifs qui peuvent attendre ou c'est simplement des personnes âgées qui ont des fractures. Et l'organisation, la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Une fracture chez une personne âgée, il faut un gériatre, il faut beaucoup de personnes. Ça ne peut plus être un spécialiste uniquement. Question. D'abord, je crois qu'il faut féliciter Patrice parce que c'est un travail considérable d'aller fouiller dans tous les chiffres de l'assurance maladie, de la TIH, etc. Franchement, ça n'a pas l'air comme ça de sortir que ces chiffres, mais c'est absolument inimaginable. La question qu'on peut se poser, c'est la question que pose Philippe Marancy. Les Allemands l'ont résolu en ayant l'orthopédie d'un côté et la traumatologie de l'autre. Est-ce qu'il faut évoluer vers ça ou est-ce qu'il faut rester chirurgien orthopédiste et traumatologue en sachant quand même qu'il y a la traumatologie de ville, c'est la fracture du poignet, la fracture de cheville et la fracture du col du fémur qui reste encore accessible au commun des orthopédistes par rapport à la traumatologie aujourd'hui qui va dans les centres hospitaliers. Je dirais que j'ai vécu le problème avec les responsables allemands, savoir que lorsqu'ils ont réintégré l'Autrichien la traumatologie de l'orthopédie, c'était pour eux, faut-il gérer l'urgence? En fait, on a très peu d'urgence en orthopédie. Ça n'existe pas. On a des semi-urgences, on a des urgences relatives, mais on a très très peu d'urgences. Et deuxièmement, je pense qu'il faut avoir cet aspect de grande spécialité. Je viens de dire qu'il fallait avoir cette connaissance globale du membre, de l'articulation sus et jacente, et il faut des gens qui savent poser les prothèses, C'est pas seulement l'action du traumatologue, c'est un partage en plusieurs spécialités, du traumatologue à, au proctologue, celui qui pose une prothèse, etc. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je crois que le risque de dissocier les deux est lié
lié aussi au problème de la formation. Parce que si on dissocie la traumatologie générale de l'orthopédie, on va avoir une formation quand même difficile à effectuer pour nos élèves. Oui, mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'il faut absolument que l'unité dans la spécialité, mais il y a eu un oubli dans la formation de la plupart des CHU sur la traumatologie. Lorsqu'on voit le fonctionnement, c'est souvent l'interne qui va plus ou moins aider du chef. La nuit, on ne sait pas ce qui se passe. Le patron, le lendemain, se réveille, il va constater ce qui s'est passé la veille. Il va dire, c'est un peu caricatural. Non, mais je caricature pas forcément. Dans le CHU, c'est assez caricatural. CHU ou CH. Et ce que je veux dire aujourd'hui, la traumatologie, l'enseignement de la traumatologie, quel qu'il soit, même en hors CHU, je vois beaucoup d'internes. L'apprentissage est médiocre, puisqu'ils ont peu d'informations sur un acte qu'ils voient peu souvent regarder. Après, ça dépend du volume d'activité. Exactement. Je suis d'accord. Mais sur les prothèses de hanche, la traumatologie n'est pas faite par l'interne isolé. Pas un cas, mais même un chef de clinique qui est laissé sur un calcanéum, qui en a vu peut-être un ou deux. Comme tu as très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de vraie urgence. Non. Et en effet, des fractures complexes de l'humérus proximal, la fracture du calcanéum, est souvent fait par le senior ou sur la supervision du senior spécialisé par la suite. Et c'est ça qui permet d'éviter les problèmes. C'est surtout les jeunes, c'est-à-dire que oui, c'est d'avoir une masse critique de chirurgiens qui permet d'orienter le patient avec des meilleurs soins. Pas d'autres questions? Eh bien, nous vous remercions tous de cette magnifique séance qui a duré un peu longtemps parce que nous avons vu caler de nombreuses demandes d'intervention et de communication. Je vous prie d'excuser le départ de notre président qui prenait le train pour aller à un congrès à Aix, en Provence, et je vous souhaite une bonne soirée.